Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de notre série dédiée aux semences et aux enjeux de la création variétale. Nous voici aujourd'hui en compagnie de Jérôme Griveau, agriculteur, viticulteur et multiplicateur de semences de pois d'hiver dans le sud-ouest marnais, et de Thierry Maumont de KWS Maumont, spécialisé dans la sélection, la production et la mise en marché de semences de grande culture et de légumineuses. Tous deux nous feront part de leur point de vue sur la création variétale en protéagineux. Monsieur Maumont, pouvez-vous nous rappeler pourquoi nous cultivons des protéagineux et quels peuvent être les intérêts de ces cultures ? La première raison, et ça les agriculteurs la connaissent bien, c'est que le pois est une espèce qui est extrêmement intéressante dans le point de vue de la gestion de l'azote. Quand vous introduisez une légumineuse comme le pois protéagineux dans votre rotation, vous avez la possibilité de faire des économies substantielles en termes de fumure azotée sur la culture suivante, qui généralement est un blé. Vous faites une rupture également sur le cycle des maladies et sur la pression des ravageurs. Monsieur Griveau, vous produisez vous-même des protéagineux. Pourquoi avoir fait ce choix ? L'intérêt des protéagineux pour moi est le fait de diversifier les assolements dans un premier temps, et également donc d'allonger la rotation des cultures et également d'avoir un apport en azote naturel. Il y a deux choses en fait. Il y a ce côté vertueux de capter l'azote de l'air et de le réintégrer au sol, mais également de nous permettre, dans le cadre des élevages, d'avoir cette alimentation sur place produite en France. Si la culture des protéagineux présente autant d'avantages, pourquoi n'en trouve-t-on pas plus dans les assolements français ? La problématique première pour le développement des protéagineux en France, c'est la rentabilité qu'assure la culture. L'agriculteur n'est pas uniquement un amoureux de la nature. Il est indispensable de maintenir des niveaux de rendement et de rémunération suffisants pour les agriculteurs si on veut que cette culture se maintienne en France. C'est bien gentil de demander aux agriculteurs de faire des efforts, mais on ne les rémunère, à mon sens, pas suffisamment lorsqu'on leur demande de faire des choses qui sortent de leur optimum économique. Je pense que les agriculteurs sont tout à fait disposés à cultiver la diversité génétique, ils sont tout à fait disposés à faire des efforts, mais encore faut-il que ces efforts soient équitablement partagés. La seule chose qu'ils disent et qu'ils demandent, et ça me paraît parfaitement légitime, c'est « je veux bien le faire, mais je ne dois pas être le seul à supporter les conséquences de ce choix qui présente des intérêts autres qu'économiques, mais dans ce cas-là, il faut me soutenir pour que cette culture puisse s'intégrer sans que je sois pénalisé dans mon revenu. » Monsieur Griveau, partagez-vous ce point de vue ? Et la limite en termes de rentabilité est-elle la raison pour laquelle vous ne développez pas plus de surface aux protéagineux sur votre exploitation ? Les protéagineux, c'est vraiment le parent pauvre de l'agriculture. C'est un peu la limite du protéagineux. Au niveau du rendement, il est très aléatoire par rapport au parasitisme qu'on peut avoir, par rapport aux aléas climatiques et sa résilience vis-à-vis des incidents climatiques. Et donc, on a un petit peu ce problème-là. C'est pour ça que j'ai du mal à intégrer plus que 5 ou 10% de ma surface. On a des rendements beaucoup trop aléatoires à notre niveau, et j'ai déjà vu, pour donner des chiffres vraiment qui me concernent, sur de la févrole, faire 4 quintaux l'année dernière, alors que j'en avais déjà fait des 40, des 50 quintaux quelques années avant. Au niveau des pois de printemps, des 50 quintaux on savait faire à une époque, maintenant je tourne plus aux alentours de 20 quintaux. Si on arrive à sécuriser les rendements, on arrivera à remotiver les gens à faire des protéagineux. Si on n'a pas ça, c'est vrai que quand j'échange avec d'autres agriculteurs et tout ça, ce qu'ils me disent, c'est les protéagineux, c'est bien sympa, mais on a une chance sur 3 d'y arriver et 2 chances sur 3 de se planter. Pourrait-on trouver une solution pour contrebalancer ce problème par la création variétale, par exemple ? Oui, il faut qu'il y ait un énorme travail au niveau de la génétique. On sait qu'en maïs, en colza, en blé, la recherche évolue énormément. Il y a des variétés qui, tous les ans, on a des vingtaines, quarantaines
centaines de variétés qui ressortent tous les ans. En protéagineux, on cultive encore des variétés qui ont plus de 10-15 ans parce que ça intéresse peu de monde, quoi. Alors, on voit que ça commence à bouger un petit peu plus sur le soja, mais les pois, c'est vrai que c'est encore très timide. Monsieur Maumont, en tant qu'obtenteur, pensez-vous qu'actuellement, la recherche a la capacité de répondre à ces enjeux ? Je pense qu'il y a un souci majeur pour permettre de financer des travaux de recherche ambitieux permettant d'améliorer la compétitivité du pois par rapport à d'autres espèces, c'est le retour sur investissement de la part des sociétés qui effectuent de la recherche dans le secteur des protéagineux. Un inconvénient, c'est que le besoin en semences, en quantité, à l'hectare, est important. Pour le pois, on tourne entre, on va dire, 180 et 250 kg à l'hectare. Et pour la févrole, on est entre 250 et plus de 300 kg à l'hectare. De fait, la production de semences de ferme est une source d'économie extrêmement importante en protéagineux. Et on a un taux d'utilisation en semences certifiées qui est de l'ordre de 30 à 35 %, ce qui est totalement insuffisant pour financer la recherche. Améliorer la productivité semble nécessaire pour développer les protéagineux en France, mais sur quels autres critères la recherche doit-elle se pencher pour aider au développement de ces cultures ? Il y a 3 enjeux sur lesquels nous allons devoir répondre présent. Le premier, c'est la productivité. La deuxième cible, qui est travaille depuis de nombreuses années maintenant, c'est la tolérance à la Phanomyces. On voit arriver les premières variétés qui ne sont pas encore résistantes, mais qui apporte une amélioration en termes de comportement au champ. L'idée, c'est d'essayer de trouver justement des variétés qui ont un profil qui permet de mieux résister aux aléas climatiques, d'avoir moins recours aux produits phytosanitaires, d'avoir des profils plus en accord avec les différents types de sols pour pouvoir avoir la possibilité de le faire sur des plus grandes surfaces et de limiter le risque de mauvais rendement, qui veut dire un problème de marge. Et puis la dernière chose sur laquelle il faut continuer à travailler, c'est la teneur en protéines. Le rendement a tendance à diluer la teneur en protéines, donc c'est une donnée que l'on doit travailler avec patience, parce que si on veut aller trop vite, on va avoir un effet dépressif sur le rendement. Il n'y a pas de barème pour la teneur en protéines. Que votre pois fasse 21, 22, 23 ou 24% de teneur en protéines, il sera payé au même prix. Peut-on espérer s'approcher un jour d'une autonomie française en protéagineux, comme le prévoit le plan protéines ? Assurer notre autonomie protéique, quand on voit le déficit qui est celui de l'Europe, c'est un challenge qui est pas facile à relever, d'autant que si on produit plus de protéines, on va produire moins d'autres choses. Est-ce que l'Europe, d'une manière générale, est la mieux placée pour produire des protéines végétales ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on se spécialise là-dessus ? Est-ce qu'il faut être autosuffisant en tout ? Déjà, c'est une bonne chose de se dire qu'on a cette volonté-là de chercher l'autonomie ou au moins de s'en approcher. Il faut que tous les acteurs de la chaîne jouent le jeu. Donc forcément, les agriculteurs éleveurs auront envie d'avoir une autonomie protéique. Après, il faut aussi que l'agroalimentaire joue le jeu en considérant que il y aura peut-être un surcoût par rapport à ça et donc ils devront acheter les animaux plus chers. Et après, le consommateur final, de la même manière, devra aussi jouer le jeu en se disant il y a un surcoût. Merci à vous deux pour ces éclaircissements. Nous espérons que nous avons pu vous aider à mieux comprendre les problématiques liées à la culture de protéagineux et l'intérêt majeur que représente la création variétale pour aider à améliorer l'autonomie protéique française. Retrouvons-nous prochainement autour du sujet de la création variétale en agriculture biologique pour un échange riche et direct avec Philippe Camburet, agriculteur et président de la Fédération nationale d'agriculture biologique, et Anne-Charlotte Lombard, sélectionneuse blé et épeautre en agriculture biologique et conventionnelle chez Le Maire de Fontaine. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale avec Semae.